Nouvel article sur la pêche et plus précisément sur le chalutage, donc chez Oui Demain. Pêche, comment limiter les effets du chalutage de fond. Véritable bulldozer des fonds marins, la technique du chalutage constitue l'une des pressions la plus répandue et intense sur les fonds marins. En augmentation constante depuis les années 60, la consommation mondiale de produits de la mer est passée de 9 kg dans ces années à plus de 20 kg par personne en moyenne en 2018, soit 17% des protéines animales consommées. La moitié environ provient de capture de ressources sauvages marines, illustrant l'importance de la pêche dans l'alimentation mondiale et européenne, et notamment du chalutage de fond. Comme toute activité humaine, l'extraction des ressources marines vivantes s'accompagne d'effets plus ou moins marqués sur ces ressources, mais également d'effets collatéraux sur des espèces et des habitats non ciblés. Ainsi, parmi les nombreuses activités humaines ayant des impacts prononcés sur les écosystèmes marins, la pêche, et tout particulièrement le chalutage de fond, représente actuellement l'une des pressions les plus répandues et intenses sur les fonds marins des plateaux continentaux, notamment européens. La prise de conscience récente de l'érosion de la biodiversité résultant de la plupart des activités humaines s'est étendue au milieu marin, et l'acceptabilité de certaines pratiques de pêche, dont les effets s'avéraient irréversibles, fait désormais débat. Alors, j'y connais que dalle, en chalutage donc, c'est l'occasion. Méthode de pêche fixe ou traînante. La pêche inclut une large diversité de techniques en fonction des espèces ciblées ou des zones exploitées. Parmi ces techniques, on distingue les arts fixes, déployant des engins statiques, palangres, casiers, filets, et les arts traînants, utilisant des engins tractés dans la colonne d'eau ou sur le fond, les chaluts donc. Ces arts traînants, ciblant les espèces vivantes sur les fonds marins ou à proximité, doivent rester en contact permanent avec le fond, comme le montre la figure ci-dessous. Ces engins de pêche sont donc munis d'un système de lest et d'écartement, comme des panneaux et des perches, et d'une partie raclant le sol, bourrelets, racasseurs, chaînes, dents, soulevant ou déterrant les espèces ciblées. Ce système est complété par un filet ou une grille permettant de ramener les captures. Il est généralement remorqué via le navire via des câbles d'acier. En fait, on dirait vraiment les mêmes techniques que l'industrie minière. Bon, l'industrie minière, ils mettent plutôt des énormes tuyaux pour aller aspirer les fonds marins. Mais là, c'est un filet. Mais ils raclent tout le fond. Vous imaginez si on faisait ça sur Terre? T'arrives dans un champ, il y a une centaine de vaches qui pâturent, tu racles, t'embarques toutes les vaches d'un coup. Alors, les parties des engins les plus dommageables pour les fonds marins sont par exemple les racasseurs, qui pénètrent de plusieurs centimètres dans les sédiments, ou encore les panneaux des chaluts. Ah oui, donc là, en fait, labourage gratuit, quoi. Parfois de plusieurs tonnes, agissant sur une surface réduite mais relativement profonde, jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres sur certains sédiments meubles. Les surfaces abrasées dépendent de la taille de l'engin et de la durée de la pêche. Sur une action de pêche, elles peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. Le chalutage est une espèce de pêche ancienne. L'ancêtre du chalut peut être considéré dès l'Antiquité romaine où l'on traînait déjà des filets lestés sur le fond. On peut dater précisément l'origine des premiers chaluts à perche à 1376, ce dont témoigne une plainte déposée auprès du roi Édouard III et réclamant déjà à l'époque l'interdiction de cette nouvelle et destructive méthode de pêche. Et voilà, putain, ça fait 700 ans qu'on sait que c'est une mauvaise pratique. Pas mal. Ce tout premier exemple de gestion spatialisée des activités s'est largement répandu et perdure encore aujourd'hui dans les réglementations des pêches européennes. Suite à cette plainte, également motivée par la compétition entre les activités de pêche de l'époque, le chalutage a été banni de la zone des 3000, 6 km environ, et repoussé au large. Ok. Depuis la fin du 19e siècle, une empreinte toujours plus intense. Le développement du chalut s'est accéléré à la fin du 19e siècle avec l'apparition des chalutiers à vapeur. Limitée initialement aux eaux peu profondes, l'empreinte de la pêche s'est ensuite considérablement étendue vers le large au cours du 20e siècle, dépassant les frontières des plateaux continentaux. En mer Méditerranée, l'histoire de chalutage intensif est plus récente, avec un développement important vers les années 60-70. L'impact des pêcheries s'est en outre accentué sur les habitats profonds ces dernières décennies en réponse au déclin de nombreuses populations exploitées sur le plateau continental. Ok, donc ils ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient sur le plateau continental, du coup ils sont allés plus loin. Actuellement, les arts traînants et notamment le chalut, avec seulement 11% de chalutiers et 3% de dragueurs sur l'ensemble du total de navires européens,
revêtent une importance considérable avec près de 60% de la biomasse de capture de ressources vivantes marines européennes. Euh, Attendez, je vais vous passer cette vidéo. Bougez pas. Bougez pas. Il existe de nombreux types de pêcheries avec chacune son propre engin de pêche. Le design des engins et l'impact sur les fonds sont très variables. L'impact d'un engin de pêche est calculé à partir de chacun des éléments le constituant, tels que les panneaux, le bourrelet, les patins, les racasseurs et le filet. De cette façon, on peut établir un profil de pénétration pour chaque type d'engin de pêche. Certains éléments pénètrent profondément dans les sédiments, alors que d'autres restent en surface. En combinant la position GPS des navires, la vitesse en pêche et les dimensions des engins, nous avons créé des cartes de pression de pêche dans les eaux européennes. Nous pouvons maintenant estimer l'empreinte des pêcheries comme le pourcentage de la surface pêchée par an. Il représente 28 à 85% des fonds marins dans les eaux européennes. Ah, c'est intéressant. On a vu les 4 techniques. Sur la façade atlantique, plus de 40% des navires français pratiquent les arts traînants de façon exclusive ou occasionnelle. Ces techniques de pêche ciblent une grande diversité d'espèces et d'habitats marins. Ils fournissent les principales ressources capturées en valeur ou en biomasse pour les pêcheries françaises. Merlu, baudroie, sole, langoustine, coquille Saint-Jacques, etc. Des zones particulièrement impactées. L'activité de chalutage est actuellement distribuée sur la quasi-totalité des plateaux continentaux de France métropolitaine. Cette distribution est hétérogène avec des concentrations remarquables sur certains habitats ciblés par la pêche, comme la zone de pêche à langoustine dite de la Grande Vasière du golfe de Gascogne, où les fonds marins subissent parfois une pression de chalutage plusieurs dizaines de fois par an, comme en témoigne la figure ci-dessous. Ah oui, ils arrivent à voir les empreintes de raclage. Image sonore d'empreintes de chalut de fond dans la partie nord du golfe de Gascogne. Ah ouais, on voit bien les raclages. En parallèle, les connaissances sur les habitats marins et les organismes vivants qui les utilisent, appelés communautés benthiques, même si les premières observations sont relativement anciennes, restent limitées dans la plupart des zones, à l'exception de la Manche ou de la mer du Nord qui sont mieux suivies. Ainsi, l'effort de suivi systématique de ces communautés, notamment au large, est relativement récent et s'opère donc dans un environnement déjà fortement impacté, et ce depuis une longue période. Donc déjà, leur base d'études, elle est déjà moindre qu'il y a quelques années. Donc, quels sont les effets du chalutage ? Nous nous attacherons ici à ne décrire que les effets des activités de chalutage sur les habitats benthiques et pas ceux plus classiques sur les ressources marines exploitées. Ok. Donc en gros, on va pas trop s'occuper des poissons qui sont ramassés, on va plutôt s'occuper de la biodiversité qui est dans le sol, enfin dans les sols marins, et qui devrait ne pas être dérangée normalement. Si les conséquences du chalutage sur les écosystèmes marins étaient perceptibles dès les premiers usages, la mesure et la compréhension fine des effets sont bien plus récentes. Lorsque le zoologiste Louis Joubin en fait mention en 1922, c'est plus pour cartographier les risques pour la pêche que représentent alors les coraux profonds considérés comme une menace pour les chalutiers s'aventurant au large. Ok. Dès le début du XXe siècle, le constat est pourtant celui d'une large distribution de la pression de chalutage sur les plateaux continentaux et de premiers témoignages montrent l'impact significatif sur les fonds marins. Ces effets sont multipliés et d'intensité variable en fonction notamment des engins utilisés, de la fréquence des passages ou encore des caractéristiques des habitats et des espèces touchées. Les impacts peuvent être directs par des effets physiques immédiats des engins sur les espèces. Ils provoquent leur arrachement pour celles qui sont fixées, l'écrasement, l'enfouissement ou encore une exposition hors de l'eau pour des individus pris dans les filets et remontés à la surface. Ensuite, on va se regarder cette deuxième vidéo là. Il existe une grande diversité d'animaux marins tels que les bivalves, crevettes, oursins ou encore coraux qui ont chacun une fonction écologique spécifique. Différents animaux des fonds marins possèdent des caractéristiques différentes, les rendant plus ou moins vulnérables à la pêche. Certains sont capables de nager ou vivent suffisamment enfouis dans le sédiment pour échapper au chalut alors que d'autres sont blessés, capturés ou tués. La vitesse de rétablissement d'une espèce est liée à sa longévité. Les espèces à longue durée de vie se reproduisent lentement et nécessitent plus de temps pour se rétablir après la pêche.
En utilisant ces traits, on peut estimer la sensibilité à la pêche des communautés benthiques et de leurs fonctions écologiques et leur taux de reconstitution. Ouais, il dit benthique. Je pense qu'il faut dire benthique, mais moi je veux dire benthique. Parce que, voilà, comme le benzène. Ces impacts directs sont connus et relativement bien documentés sur les habitats benthiques et les organismes qu'ils abritent. Chaque espèce subira de façon variable les effets du chalutage, leur fragilité, leur nature fixée ou non sur leur fond, leur capacité d'enfouissement mais aussi de recolonisation permettant leur récupération après l'impact, définissent leur vulnérabilité. Les connaissances sur la biologie des espèces, leur mode de vie ou encore de leur rôle dans les écosystèmes sont ainsi essentielles pour évaluer l'impact du chalutage. C'est exactement la même problématique pour l'industrie minière en fond marin. Des habitats plus ou moins sensibles. Les effets directs ne concernent pas que les organismes vivants, mais aussi leurs habitats. La pression physique des engins sur le fond conduit à des remaniements et remises en suspension des sédiments. Du fait des grandes surfaces altérées et de la récurrence des passages, la morphologie des fonds peut être modifiée et mener à une diminution de leur complexité. On peut distinguer des habitats moins sensibles, soumis naturellement à des perturbations fortes, liées au courant ou aux marées par exemple, jusqu'aux habitats les plus vulnérables, tels que les habitats dits biogéniques, herbiers, coraux, dont les structures formées par les organismes vivants eux-mêmes peuvent témoigner après une action de pêche de dommages durables. Des décennies sont alors nécessaires pour une reconstitution éventuelle, parfois la perte est définitive. Ces changements de nature des habitats peuvent durablement affecter les organismes qui n'y trouvent plus les conditions adéquates de vie, avec des répercussions à plus large échelle sur le fonctionnement des écosystèmes. Encore une vidéo. Let's go. Par petite ou grande profondeur, les communautés benthiques ont différentes sensibilités à la pêche de fond. Dans les petits fonds, les espèces de sédiments meubles sont adaptées à un environnement plus variable. Les tempêtes et courants sont plus présents et sélectionnent des espèces qui y résistent. Dans les eaux profondes, les espèces sont adaptées à un environnement stable. Elles vivent plus longtemps, se reproduisent peu et ainsi sont plus sensibles à la pêche. Les espèces présentes sur cailloutis ou autres substrats durs vivent également plus longtemps et sont plus sensibles à la pêche comparées à celles de fonds sableux. En associant les informations sur la longévité des espèces, la profondeur et le sédiment, nous pouvons créer une carte de sensibilité des habitats marins à l'impact du chalutage. Réaction en chaîne. À ces impacts directs s'ajoutent donc des effets indirects et une modification durable des habitats et des espèces. Ainsi, les organismes vivants montrent une interdépendance plus ou moins prononcée, notamment par des liens d'alimentation, et toute modification peut affecter en chaîne ces communautés d'espèces liées entre elles. Les impacts répétés peuvent amener à la perte d'organismes vivants essentiels assurant des fonctions clés des écosystèmes marins, comme le recyclage de la matière organique, facilité par certains oursins fouisseurs mais fragiles. De façon moins perceptible, la chimie des fonds est elle-même bouleversée et les cycles de la matière de ces écosystèmes benthiques peuvent être modifiés de façon profonde. Une remise en suspension du sédiment superficiel pourra ainsi avoir pour conséquence d'augmenter localement la turbidité, de libérer des contaminants ou de la matière organique enfouie dans les sédiments, de modifier les processus biogéochimiques ayant lieu à l'interface eau-sédiment, voire de favoriser la reminéralisation du carbone sédimentaire en CO2, participant ainsi à l'acidification des océans et à l'augmentation du CO2 atmosphérique responsable du réchauffement climatique. Franchement, c'est exactement les mêmes problématiques que pour l'industrie minière en fond marin. On est en train vraiment de pourrir nos océans, je vous le dis. Comment évaluer les perturbations créées par le chalutage ? La mesure plus précise de l'intensité et de l'étendue de la pression exercée par le chalutage est relativement récente. Elle bénéficie notamment de sources de données telles que la géolocalisation obligatoire pour les navires de plus de 12 mètres. Après traitement de ces données, on peut ainsi quantifier et localiser précisément une partie significative de l'intensité de l'activité de la pêche. En consultant les données 2021 de l'International Council of the Exploration of the Sea, l'ICES, on apprend ainsi qu'entre 0 et 200 mètres de profondeur, ce sont en moyenne 66% de la surface du golfe de Gascogne et des côtes ibériques, 53% des mers celtiques et 62% de la Manche et de la mer du Nord qui ont fait l'objet d'une pression de chalutage pour la période 2013-2018. C'est énorme. En gros,
2/3 du golfe de Gascogne a été raclé en 5 ans. Une meilleure connaissance des effets physiques des différents engins, étendue de la pression exercée sur les fonds par les différents éléments, les constituants et profondeur de pénétration dans les sédiments, permet aussi de mieux caractériser les impacts directs sur les habitats. Si la pression de pêche est maintenant mieux quantifiée, la mesure des modifications des communautés benthiques et plus généralement de l'impact sur les écosystèmes est plus délicate. Après des décennies d'activité de pêche, ces communautés animales sont déjà fortement modifiées. On dit semi-naturelles, sous l'effet de la pression de chalutage et parfois même adaptées à cette pression. À l'instar du milieu terrestre européen, il est désormais difficile d'identifier des zones de référence naturelles ou pristines sur de nombreux types d'habitats marins. Oh, je pensais pas que c'était autant la cata. Mieux observer pour mieux protéger. Un effort de recherche important a été mené tout particulièrement au cours de la dernière décennie pour développer des indicateurs de l'état et de la vulnérabilité des communautés benthiques aux effets du chalutage. Ces indicateurs s'appuient sur les connaissances scientifiques relatives à la nature et à la distribution des habitats et à la composition des espèces en espèces associées. Les caractéristiques biologiques des espèces permettent notamment de déterminer leur sensibilité au chalutage, taille, forme, longévité, fragilité. La relation entre la pression de chalutage et les modifications engendrées sur des assemblages d'espèces renseigne ainsi sur leur réponse à la pression et permet une détermination de l'état des écosystèmes. La connaissance du fonctionnement des écosystèmes permet également des approches prédictives aidant à mieux caractériser de potentiels effets de chalutage avant que l'impact n'ait lieu. Les données de terrain sont indispensables pour évaluer l'état des écosystèmes benthiques. Un ensemble d'outils d'observation est traditionnellement utilisé par les scientifiques pour étudier les organismes benthiques, les chaluts eux-mêmes, des dragues ou encore des bennes qui permettent de collecter, identifier, dénombrer et peser les différents organismes présents sur ou proches du fond. Il y en a des photos. On a quoi en photo? On a des ophiures, des oursins, vases-langoustines, cailloutiers à éponge. S'ajoutant aux méthodes classiques d'observation, de nouveaux outils moins impactants ont vu le jour, avec notamment le développement de l'utilisation de la vidéo pour le monitoring. De la Manche au golfe du Lion, les premières évaluations à grande échelle de la façade atlantique révèlent une situation contrastée, avec des états généralement altérés par le chalutage. La détermination de l'état des habitats doit cependant prendre en compte à la fois leur capacité naturelle à résister aux impacts de la pêche, ce qu'on appelle la résistance, ainsi que leur propension à s'en remettre pour revenir à leur état initial, la résilience. L'étude de ce processus doit conduire à la détermination de valeurs seuil au-delà desquelles la communauté est tellement dégradée qu'elle est durablement, si ce n'est définitivement, remplacée par une communauté semi-naturelle totalement adaptée à la pression. En Manche, les dernières études soulignent que si les communautés benthiques montrent des états d'altération importants, 77 à 88% des surfaces des états étudiés sont dégradées, elles y sont plus résistantes en raison de contraintes naturelles plus fortes. En Méditerranée, en revanche, la même étude illustre un état généralement très dégradé. 89 à 96% des surfaces des habitats sont dégradées, durablement modifiées, voire perdues dans le golfe du Lion. Ah ouais. Probablement dû à une faible résilience potentielle de ce milieu plus fragile, car naturellement peu perturbé et plus limité en ressources. Et là, on a découvert des fonds marins du golfe en Lyon, en Méditerranée. Ah, je vous la mets. Moi, je veux juste des images. Voilà. Hop. Merci à l'Ifremer pour ces images. C'est pas très sexy, hein, les fonds marins. D'ailleurs, je vais peut-être baisser la musique parce que je sais pas si c'est... Une roussette. Funiculina. Alcyonium encore.
Traces de panneaux. C'est quoi le panneau? Traces de... Ah oui, d'accord, c'est les panneaux et les chaînes des chalutiers. Ah oui. Grondin. Andrézy. Ok. Comment limiter les effets du chalutage? S'il semble difficile de se passer du chalutage du fond à court et moyen terme en raison de son efficacité revendiquée par les pêcheurs et surtout de son importance pour l'approvisionnement alimentaire, un certain nombre de mesures permettent d'en réduire les impacts non désirés. La réduction de l'empreinte du chalutage de fond peut passer par l'utilisation d'engins existants moins impactants, tels que des engins de pêche fixes, lignes, filets, nasses à poissons. En parallèle, sont développés des engins alternatifs tels que des chaluts à panneaux volants, sans contact prolongé avec les fonds, ou encore des chaluts intelligents, ne se fermant ou ne raclant le fond qu'au moment voulu. Je sais pas quoi en penser de ce genre de solution. Le chalut électrique alternatif proposé par les Pays-Bas pour limiter les dommages physiques directs sur le fond et la consommation de fuel des navires a cependant été interdit dans les eaux européennes, notamment du fait des effets non compléments quantifiés des impulsions électriques sur les organismes et les fonds marins à moyen et long terme. Par ailleurs, en plus des coûts pour les pêcheurs de la conversion vers une nouvelle technique de pêche, l'utilisation d'engins de pêche, parfois globalement moins efficaces ou moins adaptés à la capture des espèces ciblées, peut profondément modifier les performances économiques et la viabilité de certaines pêcheries. Soustraire des zones au chalutage. Une autre voie de réduction des impacts passe par une meilleure planification spatiale définissant quelles zones sont chalutables, avec quelle intensité et quelles autres ne le doivent pas en regard de leur fragilité. Les efforts de gestion des ressources vivantes marines visent encore généralement à respecter les objectifs d'exploitation durable, entre parenthèses rendement maximum durable, des populations d'espèces ciblées. Ces modes de gestion conduisent souvent à réduire directement ou indirectement l'intensité globale des activités de pêche, mais ne régulent pas l'accès aux zones exploitées. Ces réductions d'intensité durables ou temporaires bénéficient aux fonds marins dans les zones où la résilience du milieu permet une récupération rapide de l'écosystème après impact. En revanche, ils ne permettent pas la protection ou la restauration des habitats les plus sensibles et des espèces les plus fragiles, ne tolérant que des impacts physiques très faibles, voire l'absence d'impact. La gestion spatiale des activités de pêche est déjà partiellement mise en œuvre avec par exemple l'interdiction côtière, zone des 3000 marins, soit 6 km, du chalutage de fond, hors dérogation pour certains métiers, ou encore l'interdiction plus récente de l'accès aux zones profondes, 800 mètres en 2017 en Atlantique, 1000 mètres en 2005 en Méditerranée. Ok. La nécessité de faire évoluer la gestion spatiale des pêches. En Méditerranée, des aires de pêche restreintes ont été proposées avec pour objectif la protection des écosystèmes marins vulnérables. En France, des zones de contentement bannissant les engins de pêche entrant en contact avec le fond ont également été mises en place, par exemple dans le golfe du Lion. Cependant, l'amplification récente de la création d'aires marines protégées ne signifie pas forcément une protection efficace des fonds marins. L'accent mis par exemple récemment sur l'impact du chalut sur les habitats profonds cache malheureusement une gestion plus timide des habitats plus ordinaires, mais néanmoins importants des zones côtières et du plateau continental. Ainsi, moins de 1% des zones métropolitaines classées comme aires marines protégées sont actuellement concernées par une protection significative. En outre, la fermeture de zones à certaines techniques de pêche jugées trop dommageables résulte généralement en un simple déplacement de l'effort dans les zones non protégées, accroissant mécaniquement les impacts néfastes dans ces dernières. La mise en place de zones de fermeture doit donc faire l'objet d'une réflexion globale et prendre en compte pour les éviter les effets indirects sur les habitats non protégés. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est comme pour le CO2 où on déplace le CO2 émis dans d'autres pays. Alternativement, des idées nouvelles émergent comme des crédits d'accès en fonction de la vulnérabilité des zones. Alors, les crédits, on sait très bien ce que ça donne avec le crédit carbone, mauvaise idée. Et de nombreuses autres initiatives de gestion ont été développées pour tenter de traiter ce problème. La fermeture de zones à la pêche est l'une des méthodes pour réduire l'impact sur les communautés benthiques. D'autres solutions sont les innovations techniques ou des mesures de gestion. De nouveaux types de panneaux de chalut qui volent ou rebondissent au-dessus des sédiments ont permis de réduire l'impact lors d'essais en Méditerranée ou dans le golfe de Gascogne. En mer du Nord, un nouveau chalut à impulsion utilise la stimulation électrique pour pêcher.
Comparé au chalut à perche, cet engin plus léger a un contact réduit au fond, une empreinte plus faible et moins de capture accessoire d'invertébrés. Au Danemark, les casiers ou pièges à crustacés représentent une alternative prometteuse pour les langoustiniers artisanaux. Une gestion innovante peut aussi permettre de réduire l'impact. Un système de crédit de pêche pourrait être utilisé. Les pêcheurs disposeraient d'un quota de crédit d'habitat et devraient en dépenser plus pour pêcher dans des zones sensibles. Une étude théorique montre qu'avec le même taux de capture, l'impact total pourrait être réduit. Ouais. Après, il faut un marché du crédit capture, là. Là, vous voyez, les solutions qui sont proposées, là, c'est solutions techniques ou un espèce de crédit de pouvoir de dégommer les fonds marins. Mais ça m'énerve. C'est pas digne, c'est pas mature comme réaction. Finalement, un compromis semble nécessaire entre l'exploitation des ressources marines vivantes et la protection de l'intégrité des fonds marins. Une étude récente des patrons d'exploitation de la Manche et de la mer du Nord a ainsi révélé qu'une proportion importante des captures et des revenus provenaient d'une partie relativement restreinte des zones de pêche. Ah, ça marche, Neben. Dans sous-série. Il serait ainsi possible de mettre au point des modes de gestion spatialisés permettant de réduire l'empreinte spatiale de chalutage de fond sur les fonds marins pour un coût relativement faible pour les pêcheries. Ça dépend comment c'est foutu, la gestion spatialisée. L'illusion du retour à un état originel. Bah ça, on a vu que c'était déjà tout défoncé. Donc, Le constat général est celui d'un état généralement dégradé, et ce depuis longtemps des écosystèmes marins benthiques exploités. L'accès relativement récent à des données détaillées de distribution des navires a constitué un tournant majeur dans l'évaluation des impacts générés par la pêche. De façon générale, l'accès et la diffusion des données sont des éléments clés du suivi et de la gestion des impacts du chalutage et des autres activités humaines sur les écosystèmes marins. Les perspectives d'outils d'observation scientifique plus performants, moins destructifs et de données plus simples à acquérir renforcent encore nos capacités de suivi de l'état des écosystèmes et de leur gestion. Les progrès en termes de connaissances scientifiques ont été considérables et les recherches actuelles visent à mieux comprendre le lien entre les habitats et les impacts pour protéger les habitats les plus fragiles, abritant des diversités remarquables ou des fonctions essentielles pour les écosystèmes marins. Actuellement, une difficulté majeure reste la définition de seuils de pression ou d'impact acceptable pour assurer un fonctionnement pérenne des écosystèmes. Il s'agit notamment de trouver une articulation délicate entre des objectifs parfois conflictuels de conservation de la biodiversité et d'exploitation durable des ressources marines. Ouais. Ainsi, la prise en compte des effets néfastes de certaines pratiques de pêche sur les habitats des fonds marins, sur l'érosion de la biodiversité et sur les fonctionnements de ces écosystèmes marins est devenue une préoccupation importante. Cependant, la protection ou restauration de ces biotopes passera nécessairement par l'interdiction de certaines pratiques dans des zones couvrant des surfaces bien plus importantes qu'elles ne sont à l'heure actuelle. Voilà. Si le retour à un état originel est illusoire sur des zones déjà fortement et depuis longtemps modifiées, nous avons un besoin impérieux de surveiller et ajuster nos pratiques pour en limiter les impacts sur le long terme et ainsi garantir des écosystèmes fonctionnels et une exploitation durable. Ben voilà, il y a quand même encore beaucoup de similitudes entre les problèmes de l'agriculture et le problème de la pêche. C'est pas étonnant. C'est le même problème qu'on retrouve dans notre société. Bon allez, YouTube, à plus pour des articles encore plus, toujours plus, un petit peu plus de Doom.